Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la fiabilité d'un véhicule assez peu courant en France, mais malgré tout, il faut pouvoir parler un peu de toutes les versions et de toutes les voitures. Le véhicule que vous avez sous les yeux, c'est un véhicule dont on a déjà fait le test sur la chaîne, les essais routiers, etc. chiffrés, habituels. Donc vous retrouvez ça sur la chaîne. Là, le dossier du jour, c'est la fiabilité de ce véhicule. Le véhicule, donc c'est le Nissan X-Trail, le T31. Le T31 est sorti en 2007 en remplacement du Nissan X-Trail T30, qui a eu une esthétique assez équivalente, mais qui était beaucoup plus court, entre autres, puisque là on est sur le profil de la voiture. Le T30 était beaucoup plus court, mais esthétiquement, surtout sur la face avant, il était assez semblable. Donc on a tendance l'œil non averti va avoir tendance à confondre les deux véhicules. Le T31 que vous avez sous les yeux est un 2 litres DCI Renault en termes de moteur, et associé à la boîte automatique à 6 rapports, également présente dans le groupe Renault. Le véhicule est de décembre 2007, donc il fait partie des tout premiers exemplaires de T31 sortis pour le marché français. Et le kilométrage, on va attendre son apparition une fois qu'il aura fini de nous écrire l'huile. 238 651 km, donc une voiture qui a aujourd'hui plus de 15 ans, qui a 238 000 km. Donc il y a un certain vécu, on va pouvoir évoquer les différents problèmes. Alors, c'est vrai que par rapport à d'autres voitures dont j'ai fait les démonstrations de fiabilité pendant différentes vidéos, j'avais forcément plus de recul et plus de facilité à en parler, et certainement que peut-être il y a certains détails qui vont m'échapper sur cette voiture. Là, celle-ci, j'ai pu l'utiliser pendant quelques mois, hein. Moi, c'est une voiture que j'ai achetée en mai. Là, on est en septembre, donc voilà, j'ai fait 3 mois avec, j'ai fait 8500 km. Donc j'ai un retour, moi personnellement, de la voiture assez, on va dire, assez net. Et puis j'ai aussi l'ensemble des factures d'entretien sur celle-ci. Tout a été fait chez le même concessionnaire, donc c'est aussi facile de retracer de ce côté-là. Mais j'ai aussi ma petite expérience personnelle, plus différents avis récoltés à droite, à gauche. Donc on va commencer par l'aspect extérieur, comme d'habitude, pour parler de cette fiabilité. La partie extérieure, alors comme souvent chez les véhicules japonais, je suis assez déçu par la peinture de ces voitures. Elle est très fragile, très sensible. Les moindres éclats, les moindres gravillons, etc. font des marques sur les gravillons, sur les faces avant sont très marquées de manière générale sur les véhicules japonais, et ce Nissan n'échappe pas à cette problématique. La peinture fait très belle, la métallisation est très belle comme ça en vidéo, en photo, mais quand on est en vrai, je trouve la peinture moyennement appliquée. Et c'est aussi quelque chose d'assez courant, d'assez régulier sur les véhicules japonais, je trouve. La sensibilité aux rayures, la sensibilité aux éclats de gravillon sur ces voitures est assez facilement détectable. De même, une problématique de vernis, c'est pas le premier que je vois comme ça. Du coup, depuis que je l'ai, j'en ai regardé pas mal, mais souvent autour des Lafarge, j'ai vu ça. Et moi j'ai en plus cette petite partie là qui est un petit peu au niveau du vernis qui a sauté, mais il y a une sensibilité générale au niveau des rayures du vernis et de l'application de la peinture qui est pas terrible, je trouve. Mais ça, c'est malheureusement un mal récurrent que je retrouve chez souvent les constructeurs japonais, que ce soit Nissan, Toyota, Honda, etc. Je trouve la qualité de perception extérieure en termes purement de peinture, de vernis, d'application, etc., qui est pas terrible, et une sensibilité au gravillon. En plus, là, bon, c'est un véhicule 4 roues motrices 4x4 qui peut être amené à faire. Alors, c'est pas un 4x4 pur et dur, c'est pas un SUV non plus, je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est au-dessus de ça. Mais c'est du coup, si vous allez dans les chemins, les machins, vous êtes amené à rencontrer des pierres et autres ronces. Ça peut rayer facilement la peinture. Donc c'est assez dommage, c'est un point que je trouve assez négatif sur cette voiture, c'est au niveau de l'aspect extérieur. Mais il n'y a pas que ça, il y a les phares qui ont tendance à jaunir un petit peu sur ces véhicules.
Donc ça peut se refaire éventuellement. Là ils sont très légèrement jaunis, c'est pas dramatique, mais c'est une voiture qui a été plutôt bien préservée. Je trouve que par rapport à l'ensemble disponible sur le marché, il n'y a pas beaucoup de véhicules, mais il est plutôt très bien conservé, très bien préservé celui-ci. Et puis là, je pense qu'il n'a pas fait de tout terrain ou quasiment pas, donc évidemment ça aide pour l'aspect extérieur par rapport à ce qu'on va trouver sur le marché en moyenne. Donc le ternissement des phares, mais ça c'est malheureusement un classique. Les peintures, bon bah je viens d'y passer quelques minutes. Après pour le reste, bah, c'est très plastique, hein. Ce que je reproche à Peugeot, on peut aussi le reprocher à ça. Il y a beaucoup de plastique sur cette voiture. Les barres de toit au-dessus c'est du plastique, les poignées c'est pas du vrai chrome, c'est du plastique. Alors il faut noter aussi que cette voiture là, sur le prix du neuf au marché à l'époque, hein, donc il y a une quinzaine d'années, c'était pas très cher comme voiture. Donc j'excuse plus facilement une voiture qui est bon marché par rapport aux véhicules de la catégorie qui soit on va dire plastifié entre guillemets, bien que les plastiques soient quand même pas trop mal en termes de qualité, qu'une voiture qui va être haut placée par rapport au marché du neuf au même moment, et qui va être très plastifié. Là c'est assez dommage. Là pour le coup c'était une voiture qui était plutôt bien placée en termes de prix neuf, et bah, du coup bah, forcément on est obligé de faire quelques économies. Malheureusement, du coup il y a beaucoup de plastique sur la partie extérieure. Là sur celui-ci j'ai la partie jointée qui se décolle un petit peu. Je sais pas si c'est une récurrence sur les X-Trail. Là j'ai pas l'information. Malheureusement il n'y a pas assez de voitures disponibles sur le marché pour que je me fasse un avis précis sur les baguettes de vitres, mais en tout cas j'en ai une qui est un petit peu décollée, mais pour le reste ça va. En tout cas la peinture, ouais, c'est un mal récurrent sur cette voiture, sur les autres que j'ai pu voir aussi, et bah, de manière générale sur les véhicules japonais. Là je pense qu'il devrait mettre une couche ou deux de plus, ça serait pas volé de ce côté là. Par contre à l'intérieur je trouve ça nettement mieux que la partie extérieure. La partie extérieure, voilà, j'ai énoncé quelques défauts. À l'intérieur on a une grande qualité je trouve au niveau de la sellerie. Là le siège à 240 000 km, il n'y a pratiquement aucune usure. Le cuir est encore très très beau, les mousses sont encore excellentes, on n'a vraiment pas d'usure, et c'est pas propre à ce modèle là. Je trouve que généralement les Nissan X-Trail qu'on voit sur le marché ou que je peux voir pour différentes fonctions de mon travail, bah, j'ai toujours vu des intérieurs en excellent état, donc ça c'est plutôt appréciable. Les coutures elles ne sautent pas, on est capable de faire des sièges qui tiennent 240 000 km et qui ne se pètent pas. Ça c'est pour certains conducteurs qui vont toujours voir la même marque, ils peuvent être étonnés, mais oui ça existe, un intérieur qui ne bouge pas comme ça après 15 ans et 240 000 km, que ce soit à l'avant, à l'arrière. La qualité des cuirs est très très bonne. On a également du cuir sur les panneaux de porte, sur la partie centrale du panneau de porte. On peut voir ici que le cuir commence à se décoller. J'ai la même chose de ce côté là ici. Alors c'est pareil, c'est un petit détail, c'est comme les joints extérieurs, c'est un petit détail. J'ai pas fait attention aux autres modèles, est-ce que c'était une récurrence ou pas, mais en tout cas là il y a une récurrence sur la qualité des selleries. Si vous avez un X-Trail avec des sièges craqués, c'est que potentiellement à mon avis il a vu des choses pas très nettes. Les panneaux de porte je suis moins sûr, je sais pas, ça j'ai pas l'information malheureusement dessus. Après les plastiques de manière générale sont de qualité alors on va dire de correct à médiocre je trouve. Là cette partie là elle est vraiment bas de gamme, hein. Cette partie de console, celle-ci aussi, ils ont fait une espèce de petite peinture gaufrée. Alors elle a l'avantage de pas partir la peinture, que ce soit ça se décolore pas avec les années. L'ajustage est plutôt bon, mais voilà, ça sonne très creux, c'est assez vibrant, et ça, on pourrait se dire que ça peut casser, finalement ça ne casse pas, donc c'est bien, mais c'est pas d'une meilleure qualité que sur une Nissan Note, sur cette Nissan X-Trail, voiture au demeurant 2 fois plus chère, il faut le dire. Après les parties ici sont moussées, donc elles sont un peu meilleures. Également la partie supérieure est de bonne qualité, mais voilà, on a différents plastiques qui sont moyens. Les plastiques des aérateurs c'est pas terrible, ici c'est pas terrible, autour du compteur c'est pas terrible.
Il y a des points négatifs sur la qualité des plastiques générales de cette voiture qui est assez dommage. Après, sur la partie électrique de la voiture, il y a des choses qui peuvent malheureusement poser problème. Alors au niveau de la boîte de vitesse, il n'y a rien de particulier à signaler, que ce soit au niveau de la transmission, puisque vous avez plus de deuxième levier de vitesse pour enclencher le système 4 roues motrices comme certains 4x4 plus importants. Là, c'est une commande déportée qui vous permet de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices et on va dire en vitesse courte, éventuellement sur le troisième mode. Et quand elle est en 2 roues motrices, elle est en traction avant, elle n'est pas en propulsion comme certains 4x4 comme le Patrol par exemple, qui lui est une propulsion. Donc cette partie électrique, au niveau de la boîte de vitesse, de la gestion électronique, moi j'ai jamais vu de problème. Alors bon, s'il y en avait, je sais pas si je le saurais, mais en tout cas moi j'en ai jamais vu. Ça marche très bien, que ce soit ce système là ou la boîte automatique, elle est plutôt dans la très bonne moyenne de ce qui se fait. Le système de climatisation, pas de souci particulier, ni au niveau de la navigation. Le Bluetooth marche très bien. Globalement, tout ce qui est électronique dans cette voiture fonctionne bien, sauf un mal qui est extrêmement récurrent sur ces voitures, et sur les Nissan de manière générale, qui ont cette configuration de volant. Donc c'est aussi bien le Note que le X-Trail que d'autres modèles qu'on pourra avoir chez la gamme Nissan, les Qashqai, etc. C'est les commandes au volant. C'est des espèces de nappes électroniques qui rejoignent on va dire l'arrière du tableau de bord jusqu'au volant, et ces nappes électroniques ont tendance à casser, et si elles cassent, donc sur celui-ci ça a déjà été changé, j'ai une facture de la pièce qui est déjà à 300 €, je crois que la main d'œuvre après c'est lui qui a dû le poser, ou il connaissait quelqu'un peut-être pour le faire, mais juste la partie câblée coûte en grosso modo 300 €, en tout cas à l'époque, il y a 2-3 ans je crois qu'il a remplacé ça, et c'est un mal qui est récurrent si vous avez des commandes au volant qui ne fonctionnent pas. Ce qui est dommage, c'est que vous avez le régulateur de vitesse qui est au volant, mais vous avez aussi les commandes radio. Des fois vous avez qu'un côté qui fonctionne, des fois c'est les deux côtés. Là ça a été réparé, ça a été remplacé, les deux côtés fonctionnent, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème en tout cas, mais il peut y avoir ça, et parfois ça peut même allumer un voyant au tableau de bord qui pourrait être signe de refus de contrôle technique. Et donc c'est très souvent la nappe du volant, c'est rarement le contacteur tournant qui est HS, et juste la pièce c'est 300 €, et puis si vous rajoutez au bas mot 2-3 heures de main d'œuvre dans un garage, ça peut faire une facture relativement salée pour en plus de ça des fonctions qui paraissent essentiel. Sinon pour le reste, il n'y a pas de problème important et récurrent sur ces Nissan X-Trail, ni de vitre électrique, ni de rétroviseur, ni de climatisation, d'autoradio. Donc ça c'est plutôt bien. L'ensemble des équipements électroniques de cette voiture marche plutôt bien, et en plus ils sont nombreux, donc c'est sûr que c'est bien vérifier toutes les commandes au volant de cette voiture. Et donc pareil sur la partie arrière de cette voiture, hein, la qualité des cuirs, etc. est identique à la partie avant. Donc et là sur ma partie arrière, j'ai pas de décollement au niveau des panneaux de porte de chaleur. Alors c'est une voiture qui a passé sa vie dans le 06 dans le sud de la France, donc peut-être que les panneaux de porte sont un petit peu décollés, que la colle a lâché, parce qu'il a dû voir pendant 15 ans des très grandes températures sur la partie coffre de cette voiture. Alors c'est très plastifié, on est là pour charger des choses assez grosses. Il y a une grille chien qu'on peut ou de protection de chargement haut qu'on peut éventuellement déposer, ça tient avec 4 vis. Et le reste du coffre, comme je le montre dans l'essai, c'est des parties plastifiées qui se démontent. Plage arrière n'est pas de très grande qualité, mais c'est courant sur ce genre de voiture. Là les coffres on peut les tirer. Je vais en profiter parce que je crois que oui, j'ai le carnet d'entretien et une tonne de factures qui sont associées. Ouais, j'en ai encore un gros dossier là, c'est assez profond comme truc. Voilà, et j'ai que donc là j'ai un dossier de factures qui est assez élevé, donc j'avais plus ou moins tout regardé, donc on va voir après. Enfin, je vais pas vous montrer facture par facture, mais je vais vous dire ce qui a été remplacé sur cette voiture en 240 000 km. Il y a eu un gros dossier de réparation. Voilà, donc après tout le reste c'est assez plastifié, ça se raye assez facilement. La qualité des plastiques dans le coffre est assez modeste, c'est assez dommage. Le coffre est bien modulé, a une bonne modularité, etc. Mais par contre
La qualité des plastiques est assez moyenne et même la qualité des plastiques sur le coffre arrière est assez moyenne, et ce qui fait que ça a tendance à faire des petits grésillements parfois quand on roule sur des chemins un peu ou sur des routes pavées, etc. Ça va gling-glinguer, et c'est les petits gling-gling viennent de la partie coffre, donc c'est assez dommage de ce côté-là. En passant par la partie donc des consommables sur cette voiture, on a une durée de vie des pneumatiques, commençons par le commencement, la partie des pneumatiques. Donc là on a des pneus de 2021, des pneus Michelin 4 saisons, donc des cross climate, des pneus haut de gamme sur cette voiture. Ils sont de 2021, c'est des pneus qui ont à peu près 30 000 km, et là ils sont pas loin d'être à changer, ils sont même à changer, puisque sur la partie extérieure ils sont très légèrement usés, sur la partie centrale un petit peu moins, mais les pneus ont une tendance à tenir 30-40 000 km, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur les factures à l'avant, puisque la majorité du temps on va rouler en traction avant avec cette voiture. À l'arrière ils ont une meilleure tenue évidemment, on va quasiment doubler le temps d'usure. D'ailleurs ils doivent être eux aussi de 2021, oui la date est là, ils sont de 2021, et là on peut voir qu'ils sont même pas à 50% d'usure, donc ça conforte ce que j'ai pu voir moi sur les factures d'entretien. Grosso modo c'est 80 000 à l'arrière et c'est 40 000 à l'avant. À l'avant là ils ont 30 000 km quoi, grosso modo. Donc il leur reste 10 petits milliers de kilomètres avant de mourir. Au niveau du système de freinage à l'avant, c'est plus ou moins la même chose. Moi je viens de faire les disques et plaquettes à l'avant, ils sont neufs. Et c'est des freins qui vont tenir, en tout cas sur les plaquettes, aller autour par contre de 25 000 km. Les plaquettes elles vont tenir, et puis les disques avant vont plutôt faire 50, donc c'est pas terrible, mais bon c'est une boîte automatique, c'est une voiture assez lourde, donc il peut y avoir une usure aussi plus rapide que ça en fonction de ce qu'on fait de la voiture. Un véhicule 4x4 ça peut avoir des pièces d'usure très rapides, mais globalement les pièces d'usure sur cette voiture se changent plus rapidement que la moyenne. Les pneus ça tient moins bien, les freins ça tient moins bien, et surtout ce qui tient moins bien c'est les trains avant, les bras de suspension, les rotules de suspension. Il y a une certaine fragilité. Alors sur cette voiture tout a été changé sur le train avant, entre 180 000 et 220 000 km. C'est à dire que les triangles ont été changés, les bras de suspension ont été changés, la crémaillère a été changée, tout a été changé. Les crémaillères c'est souvent le cas chez Nissan, il y a souvent un jeu qui se crée à la jonction entre alors je sais pas pourquoi ils l'ont changé exactement, la crémaillère sur cette voiture. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un jeu sur la liaison entre la colonne de direction et la crémaillère de direction, ou est-ce que c'était autre chose qui était défectueux sur la crémaillère? Là malheureusement j'ai pas la réponse, mais en tout cas chez Nissan, que ce soit des Qashqai ou des Nissan Note, j'ai souvent vu cette jonction là qui posait problème, donc les garages remplaçaient la crémaillère. Là sur celle-ci, entre 180 et 220 000 km, tout y est passé sur le train avant. Il y en a eu pour alors tout a été fait chez Nissan, il y en a eu pour grosso modo 5 000 € de l'ensemble des pièces quand on fait l'addition de tout ça. Donc les trains avant sont quand même globalement assez fragiles. Quand vous regardez les annonces et quand vous regardez des statistiques de contrôle technique, sur les annonces c'est souvent écrit soit train avant avec des défauts, soit train avant qui a déjà été remplacé. Donc il y a une récurrence de ce côté là sur toutes les pièces de train avant, assez sensible, assez fragile sur ce Nissan X-Trail. Donc il faut prendre garde d'avoir un résultat correct de ce côté là. Sur la partie du train arrière, le pont arrière, etc., pas de souci particulier. La ligne d'échappement, pas de problème particulier, si ce n'est le FAP. Sur celui-ci, le FAP a été changé en début d'année, il a tenu 220 000 km. J'ai pas l'utilisation exacte, mais grosso modo sur le 2 litres DCI, par contre j'ai une bonne expérience dessus. Le 2 litres DCI, on a des cas de remplacement à 120, 140, 150 000 km de remplacement complet de FAP sur des voitures en roulant en région parisienne. Là celui-ci il a tenu 220 000 quoi, grosso modo 220 000 km, donc je pense que c'est une voiture qui a fait beaucoup plus d'autoroute, mais on peut pas espérer faire plus que ça à mon avis, que 200 000 km avec un FAP. Donc pas d'usure particulière de ce côté là, malgré tout un coût de remplacement qui peut être relativement
relativement élevé sur cette voiture, et le FAP est systématique avec la version automatique. Sur la manuelle, je suis pas sûr. Sur les espaces, on avait le choix sur le FAP sur une boîte manuelle. Sur le X-Trail, je suis pas sûr. Je pense qu'ils étaient systématiquement avec filtre à particules. Le filtre à particules, de toute façon, au mieux il tiendra 200 000 km. Donc pareil, si vous êtes acheteur d'une voiture comme celle-ci, assurez-vous que le filtre à particules a été remplacé. Voilà, donc un budget d'utilisation qui va être quand même assez élevé sur ce Nissan X-Trail de manière générale au niveau des pièces d'usure classiques. Dernier point à aborder, comme d'habitude, la partie moteur pure et simple. Donc le moteur de ce Nissan X-Trail, hein, c'est le moteur bien connu M9R de l'association Renault-Nissan. C'est un 2 litres DCI à chaîne de distribution, donc il n'y a pas de courroie de remplacement à faire. Bon, il y a une pompe à eau et une courroie d'accessoires à remplacer, mais c'est le moteur traditionnel qu'on a vu sur beaucoup de voitures, de la Mégane au Qashqai, à l'Espace, à la Laguna, etc. Il y a la Latitude, enfin toute la banque Renault des voitures soit moyennes soit hautes du réseau ont pris ce moteur là, qui est un excellent moteur au demeurant, hein. En termes de fiabilité, le moteur boîte est très très bon sur ce véhicule. Globalement, la fiabilité fait pas défaut. Alors évidemment, ça reste un diesel moderne, donc avec potentiellement, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de filtre à particules potentiels, voire de vanne EGR. Et après, celui-ci a été malheureusement a subi quelques problématiques plutôt d'ordre d'entretien. Alors moi, je me pose toujours la question quand on est sur un véhicule comme ça qui a de manière générale bonne presse en termes de réparation, quand on tombe sur un modèle qui a été excessivement entretenu, quand on voit le dossier de facture, je me pose toujours la question, est-ce que c'est le garage qui a abusé du client, ou est-ce que c'est le véhicule, celui-ci, qui avait un défaut à l'usine, mais il a eu à remplacer beaucoup de pièces. Donc il y a eu l'entièreté du train avant. Quand j'ai eu la voiture, je me suis posé la question, mais effectivement il y a énormément de modèles qui ont ce souci là. Donc le train avant refait chez Nissan, on va dire que c'est malheureusement courant sur cette voiture là. Par contre, j'ai un peu d'expérience sur le 2 litres DCI et c'est relativement rare d'avoir un turbo qui lâche à 140 000, et là celui-ci il a fait le turbo complet, échangeur machin, enfin ils ont tout changé, toute la partie turbo autour de 140 000 km. Sur celui-ci il a tenu ça. Alors est-ce qu'il y a une période de défaillance à ce moment là? En tout cas, moi, de ce que je connais du 2 litres DCI, hormis une certaine fragilité de la durite de suralimentation, il n'y a en général pas de problème de turbo sur ces moteurs. Celui-ci a eu tout le système de suralimentation qui a été remplacé. Donc tant mieux pour celui qui, donc pour moi, qui utilisait la voiture pendant plusieurs milliers de kilomètres, et puis le futur acquérant de la voiture, si elle est encore dispo quand vous voyez la voiture, en tout cas celui qui prendra la voiture, le relais après moi, tant mieux pour lui, parce qu'il va avoir tout qui a été remplacé sur la voiture. Mais en tout cas ça a été changé. Il me semble que le support moteur a déjà été changé, ce qui n'est pas normal sur un 2 litres DCI. Hormis ça, l'entretien courant a été réalisé dans les règles de l'art tous les 10-15 000 km. Là, moi, je viens de faire l'entretien. Évidemment, moi, je le fais moi-même et j'ai pas acheté les pièces chez Nissan. Lui a toujours fait les entretiens chez Nissan. La plus petite vidange, ça a coûté grosso modo 200 € chez Nissan, et la plus grosse, ça a des révisions hors pièces de réparation, ça montait à 500-600 € quand il changeait tous les filtres. Là, moi, évidemment, l'huile, ça n'a pas mal augmenté, mais l'huile, c'est grosso modo 70-80 € parce qu'il prend beaucoup. Il prend 7 litres d'eau ou 7 litres 4. Donc, il faut quasiment 2 bidons de 5 litres. Voilà. Donc l'huile est relativement chère, puisqu'en plus c'est une huile FAP sur cette voiture. Après, quand vous rajoutez 10 € par filtre sur les sites de vente en ligne, vous êtes pas loin de 150 € pour une révision on va dire basique standard si vous le faites vous-même, et puis vous multipliez par 2 si vous le faites faire en garage. Aujourd'hui, c'est plus ou moins les prix. Les freins avant, c'est pareil, je viens de les remplacer en mettant des pièces de marque, mais pas des pièces Nissan. Je ressortais à il y avait grosso modo une centaine d'euros de pièces. Donc une petite révision comme ça, on est tout de suite sans la main d'œuvre à 250-300 €. Donc évidemment, c'est pas le budget d'une utilisation d'une Clio. Ça coûte un petit peu plus cher, mais
mais c'est un véhicule, un très bon véhicule dans l'ensemble à utiliser. Et en termes de fiabilité, surtout hormis ces histoires de train à vent et de quelques pièces d'usure comme les pneus qui vont être plus à changer de manière plus rapide, c'est quand même globalement un véhicule qui est plutôt fiable avec une bonne électronique de manière générale. Juste prendre garde à ce que l'aspect extérieur de la voiture soit bonne dans l'ensemble. Mais sinon, après, le moteur 2 litres DCI, la boîte 2 litres DCI, normalement ne pose pas de problème particulier avant plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Donc c'est plutôt appréciable de ce côté-là. Je pense que la tôlerie tombera par terre avant la mécanique. Voilà, donc pour ce véhicule, je vais lui accorder une note de 13 sur 20 puisque comme je le disais en début de vidéo, c'est un véhicule que je trouve plutôt de bonne qualité comparé aux tarifs qui se vendaient à l'époque. Donc la qualité générale, alors l'aspect extérieur, je l'ai dit, ça a été moins bien, l'aspect intérieur était nettement mieux pour cette voiture. Il pourrait avoir une note beaucoup plus élevée si les pièces consommables étaient moins à remplacer moins rapidement et moins souvent. Bon, là 13 sur 20 c'est pour l'intérieur et pour le moteur 2 litres DCI qu'on sait de manière générale très fiable, et la note baisse un petit peu à cause de l'aspect extérieur et à cause des pièces consommables. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.